C'est dommage que ça ait été mal compris. Tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Tout risque d'étouffement qui pourrait ensuite mener à la mort subite du nourrisson. Salut les gars, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Thomas, un kiné en pédia. On va essayer de voir un petit peu comment ça se passe pour devenir kiné en pédia et comment se passe une journée en tant que kiné en pédia. Thomas, est-ce que tu peux commencer par te présenter? Bah ouais, carrément. Donc moi, je suis diplômé de l'école d'Orléans. J'ai 26 ans. J'exerce en kiné pédiatrique, donc j'ai été dans plusieurs structures. Et maintenant, je suis remplaçant libéral. Je fais essentiellement des remplacements longs de kinés qui partent en congé maternité. Thomas, nous on se connaît parce qu'on est tous les deux été dans l'école d'Orléans. Donc t'es kiné en pédia, mais à côté, tu fais un petit peu d'associatif aussi. C'est ça, tout à fait. Je suis dans l'association CIFEPCA. Donc notre objectif, c'est d'organiser un congrès. Donc là, les dates, ce sera le dernier week-end de février et du coup, ça chevauche avec mars. Et c'est un congrès scientifique à destination des étudiants et des jeunes diplômés. Thomas, est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la pédia? Donc moi, en fait, à la base, à côté des études de kiné, j'étais animateur dans un centre de loisirs. Donc j'organisais des mini-camps, j'étais au contact des enfants. J'ai découvert qu'on pouvait travailler avec les enfants en kiné. Et ça a été une révélation. J'ai testé des stages en 3e et 4e année et je savais que je voulais faire ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer dans la pédia une fois que tu as fait ces stages? Alors moi, à la base, j'ai une appétence particulière pour tout ce qui est champ neuro et musculo-squelettique. Et en pédiatrie, c'est beaucoup de neurologie, si je puis dire même neurologie évolutive. C'est-à-dire qu'on part d'un bébé qui a un cerveau en construction et au fur et à mesure, il va développer des compétences, des réseaux neuronaux, etc. pour aller jusqu'à la marche, pouvoir sauter, escalader, etc. Et du coup, est-ce que tu dois faire de la pédia toute ta vie? C'est la question que je me pose. Toute ma vie, ça veut dire jusqu'à 67 ans. C'est une spécialité que je trouve très physique parce que ça te demande en fait d'être au sol, donc à genoux, ensuite de te mettre debout, etc. Et je pense que quand je serai une personne âgée, ce sera plus possible. Déjà, ça c'est sûr. Ou alors, il faudrait que je m'occupe que de nourrissons, ce qui me demanderait pas d'être au sol, voilà. Et après, je pense que c'est dommage de se cantonner juste à une spécialité toute sa vie, voire même un même métier. Je suis pas sûr de faire kiné toute ma vie et de découvrir en fait d'autres champs au fur et à mesure. Et du coup, si on pouvait déjà un petit peu détailler la spécialité de pédiatrie aux étudiants qui voudront faire de la pédia plus tard, on va être beaucoup plus actif en tant que kiné que quelqu'un qui fera une autre spécialité. C'est différent. Par exemple, quelqu'un qui fait une autre spécialité, s'il fait des exercices avec ses patients, etc., mais en fait, il va faire du renforcement musculaire au quotidien. Moi, c'est plutôt la manutention. Il faut arriver à se mettre à genoux, à se soulever, etc. C'est pas comme du renforcement musculaire. C'est plutôt pourvoyeur pour moi de TMS. Je connais pas mal de kinés en pédiatrie qui arrivés à 40 ans, ont des soucis de dos, des soucis de genoux. Du coup, est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu la journée type d'un kiné en pédia? Du coup, j'arrive au cabinet, donc là actuellement je suis dans une maison de santé, donc je suis le seul kiné dans mon cabinet. J'arrive aux alentours de 8h30, je prends un patient par demi-heure, donc je peux voir sur chaque créneau soit un bébé, soit un enfant, on va dire 2 à 4 ans, soit des plus grands, donc qui ont un peu plus de compétences de 5 ans à 13 ans. En pédiatrie, on peut prendre jusqu'à 24 ans par exemple, pour des enfants qui ont des handicaps. La limite, elle est pas franche. On n'est pas là à 18 ans, on arrête de prendre les enfants. Donc après, on a certains temps de pause, parfois des annulations, etc. Donc sur ces temps-là, on fait beaucoup de rédaction, de courriers qu'on envoie au centre de référence des enfants quand il s'agit d'enfants avec handicap, des courriers aux médecins pour faire du lien. Voilà, ça c'est très important aussi, peut-être plus que dans d'autres spécialités. Comme tu fais de la pédiatrie, tu es tout le temps dans ta salle, je suppose. C'est quoi le genre d'exercice que tu vas leur faire faire? Quel matériel tu vas utiliser? Donc après, ça va dépendre de l'âge et du motif de suivi. Il peut y avoir des enfants qui ont 6 ans avec qui on va faire des activités d'enfants 1 an parce que par exemple, c'est des enfants qui ont un handicap, un retard, etc. Donc ça va être dépendant de ça, de l'âge, du niveau d'évolution motrice et s'il y a une pathologie associée qui entraînerait un retard par rapport à tout ça. Et donc après, on connaît bien le développement psychomoteur de l'enfant et on a des jeux qui sont adaptés selon l'âge. Donc pour des nourrissons, on pourrait utiliser notamment, comme ils n'ont pas encore la vision bien développée, on va utiliser beaucoup de jeux et de cartes contrastées pour vraiment avoir une accroche au niveau du regard. Après, quand ils sont un petit peu plus grands, on commence à introduire des jeux sonores, visuels. Le but, c'est vraiment de stimuler les 5 sens pour guider vers l'objectif de rééducation. Et donc, petit à petit, avec le développement cognitif, on peut utiliser des jeux un peu plus complexes, tu vois. Donc, ça, c'est des jeux d'encastrement. Après, on a des jeux où il faut empiler, il faut remplir, vider les jeux, des jeux de musique, enfin un peu plus
de réflexion cognitive que pourrait pas faire un bébé. Ouais, finalement, un petit peu des jeux qu'on pourrait utiliser dans la vie de tous les jours quand on est bébé, et vraiment avec un but derrière de rééducation. Tout à fait. Et donc après, on peut créer pour les plus grands qui sont marchands des parcours pour travailler tout ce qui est équilibre, tout ce qui va être force physique, parce que par exemple, escalader un espalier, sauter sur un trampoline, c'est des choses plus complexes que de la simple marche. Et donc là, tu m'as dit que tu bossais dans une MSP en tant que kiné spécialisé en pédiatrie. Dans quel cadre tu peux travailler? Donc MSP pour maison de santé, à savoir il existe des maisons de santé que pédiatrie, mais dans mon cas c'est plutôt généraliste. Il va y avoir par exemple des dermatos, des médecins généralistes, pour tout ce qui est le lien autour de la pédiatrie, donc il y a les pédiatres, l'orthophoniste, la psychomotricienne, pas d'ergothérapeute mais ça peut se trouver. Et ça permet de créer du lien parce qu'on partage notamment nos pauses repas ensemble. Quand il y a des patients qui nous questionnent, direct, on n'a pas besoin d'envoyer un courrier parce que ça prend du temps. On peut discuter en face à face et c'est des échanges très riches, très efficaces. Je vais organiser en plus bientôt un topo auprès des médecins et des pédiatres par rapport à ce qu'on appelle la plagiocéphalie. Donc là, tu nous as détaillé un petit peu le principe de la MSP, en tout cas pour la pédiatrie. Je sais qu'il y a des structures, même en libéral. Est-ce que tu peux nous expliquer tous ces différents cadres? Un kiné, il peut exercer la pédiatrie en libéral, soit tout seul, soit en cabinet de groupe avec d'autres kinés, soit dans une maison de santé comme je fais avec d'autres professionnels. Et actuellement, en plus, je suis seul kiné, soit à domicile, soit en intervenant en libéral, toujours, mais dans une structure, avec une convention particulière. En structure, il peut aussi être en salariat. Donc après, les structures, elles vont dépendre de la problématique et de l'âge. Par exemple, tout ce qui est urgence ou pathologie aiguë, qui aurait besoin d'un suivi carrément où l'enfant, il vit dans la structure. Donc il y a les centres hospitaliers, il y a les SSR pédiatriques, donc des centres de rééducation. Après, au quotidien de l'enfant, pour les enfants qui ne vont pas dans ces structures, mais qui ont un handicap, il y a des espèces de lieux de vie pour les enfants qui sont en affection de longue durée. Par exemple, de 0 à 3 ans, ils peuvent aller en jardin d'enfants spécialisé. Donc, c'est une crèche pour ces enfants qui vont avoir des troubles cognitifs et certains ont besoin de kiné, pas tous. Ils peuvent aller aussi en CAMS. Donc, ça, c'est les enfants qui ont des TND, troubles du neurodéveloppement. Ils vont aller là-bas de 0 à 6 ans. Ça, c'est de la prise en charge précoce. Après, pour les enfants où le handicap est avéré et assez conséquent, ils peuvent aller en IME puis en IM Pro une fois plus grand pour se professionnaliser. Il existe aussi des structures encore plus spécialisées. Par exemple, pour les enfants sourds et malentendants, ils peuvent être suivis dans un CESDA. Pour les enfants qui ont des troubles anxieux ou dépressifs, ça peut être dans un CMP. Et après, pour des enfants qui vont être dans le milieu scolaire qu'on connaît un peu plus, il va y avoir des dispositifs comme le CESAD, où ils vont intervenir directement dans l'école avec une équipe de kinés, d'ergothérapeutes. Ou si l'enfant est vraiment à mobilité réduite, il peut être scolarisé dans ce qu'on appelle un institut d'éducation motrice, où on va retrouver beaucoup d'enfants, par exemple, qui sont en fauteuil roulant, où l'accessibilité est vraiment faite pour que les enfants puissent être éduqués dans un milieu favorable. Donc si je résume, il y a plein de cadres possibles, du libéral, des structures, et après dans ces structures, pareil, il y a une énorme variété, que ce soit pour les plus jeunes ou les plus âgés, avec des différences entre les attentes. Et du coup, concrètement, pour les gens qui, comme moi, n'y connaissent pas grand-chose en pédiatrie, quels sont le genre de pathologies qu'on peut voir en tant que kiné pédiatrique? On voit beaucoup de pathologies. Après, pour essayer d'être clair, on va voir des enfants qui ont des affections de longue durée. Donc ça va être des prises en charge longues parce que les niveaux d'acquisition vont être décalés. Il va y avoir des retards. Par exemple, ça va être des enfants qui vont parfois se retourner que à 3 ans sur le ventre, alors que normalement on est censé faire ça vers les 6 mois. Ça va décaler tout le reste de leur évolution motrice. Ça, c'est les enfants qui peuvent avoir une paralysie cérébrale, un polyhandicap, des maladies osseuses. En tout cas, ça va toucher le développement neuropsychomoteur de l'enfant. Après, on va avoir des pathologies un peu plus ponctuelles. Par exemple, chez le patient adulte, il va venir pour une tendinopathie. Et chez l'enfant, il va venir pour malposition de pied, torticolis. C'est des choses qui vont durer quelques mois, mais qu'on arrive ensuite bien guérir. Quand tu dis malposition de pied, par exemple, c'est du style les pieds beaux? Justement, non. Au niveau des pieds, il va y avoir des malformations intra-utérines, dont fait partie le pied beau. Donc, c'est un défaut de croissance. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle une malformation. Alors qu'une malposition, ça va être une certaine position dans le ventre de la maman, dû au fait que l'utérus, c'est quand même un sac et qu'il est vraiment comprimé. Et le pied, il peut partir souvent vers l'intérieur, qu'on appelle métatarsus adductus, avec plus ou moins l'arrière-pied qui part aussi. Du coup, métatarsus varus, parce qu'il y aura composante d'avant-pied à arrière-pied. Au niveau de la tête, donc ce qu'on appelle torticolis, c'est pas comme chez l'adulte. Torticolis, ça va être une préférence en fait positionnelle dans
90% des cas. Donc c'est-à-dire l'enfant, il va préférer tourner d'un côté et ce qui va être notamment problématique pour les parents et le médecin, c'est que la tête va être plate parce que le cerveau, il va grandir là où il a moins de contraintes. Donc si le bébé, il est toujours posé sur le dos et il regarde toujours du même côté, le cerveau, il va grandir tout autour mais pas sur le côté où il regarde beaucoup. Et ça crée un plat au niveau de la tête. Les bébés qui se tendent aussi beaucoup en arrière, vous voyez, qui vont venir tirer comme ça, ils peuvent développer ce qu'on appelle une brachycéphalie. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la plagiocéphalie. Là, une brachycéphalie, c'est un plat global parce que le bébé, soit il a peu de tonus et du coup, il est toujours la tête dans cette position et du coup, ça s'aplatit, soit il tire en arrière, ce qu'on appelle de l'hyperextension et du coup, la tête, elle va s'aplatir globalement. Donc là, on n'est pas sur quelque chose de congénital à ce niveau-là. On n'est pas sur quelque chose de congénital. Le torticolis congénital, je suis plus sûr, mais il me semble que c'est 3% des torticolis chez l'enfant. Quelle est la différence entre un torticolis et la plagiocéphalie? Eh bien, en fait, la plagiocéphalie ou brachycéphalie, donc déjà, ça, c'est ce qu'on appelle des déformations crâniennes positionnelles. Parce que selon la position qu'adopte souvent le bébé, ça fait une déformation crânienne. Ça, c'est pour plagiocéphalie. Donc, plagiocéphalie, c'est la forme du crâne qui est aplatie d'un côté. Brachycéphalie, c'est la forme du crâne qui est globalement aplatie. Et en fait, ça, c'est des symptômes d'un problème de schéma postural du bébé. Un bébé, quand il vient de sortir du ventre de sa maman, il peut adopter des positions préférentielles. Je vous ai parlé d'hyperextension. Des bébés qui sont souvent en hyperextension, ça va être des bébés où l'accouchement il a été un peu rapide, beaucoup de difficultés à la transition entre le milieu intra-utérin et le milieu extérieur où en fait on n'est plus du tout dans un milieu à queue, on n'est plus du tout dans un milieu où il n'y a pas de pesanteur. Le bébé il doit lutter avec ça. Et souvent ils adoptent cette posture d'hyperextension. Et c'est ça qui va être la cause d'une brachycéphalie. Parce qu'un bébé qui se tend beaucoup, le cerveau, lui, il va continuer à grandir, mais il va pas grandir là où il est tout le temps posé, ou là où il y a une contrainte. Donc ça, c'est pour la brachycéphalie. Pour la plagiocéphalie, un bébé qui tourne toujours de ce côté-là, imaginez, il tourne toujours vers le triangle, et bien là, le cerveau, il va grandir ici, mais à ce niveau-là, il y aura un plat. Vous voyez ? Et du coup, c'est ce qu'on appelle la plagiocéphalie. La plagiocéphalie, ça va être le symptôme d'un torticolis. Vous voyez ? Donc, en fait, on peut parler de torticolis ou d'asymétrie posturale. Asymétrie posturale, ça veut dire quoi? C'est on a une posture, mais qui est asymétrique. Parce que là, il regarde beaucoup plus, par exemple, sur son côté gauche. Donc, le cerveau, il va grandir, mais pas là où il est souvent appuyé. Vous voyez? S'il est souvent appuyé ici, eh bien, du coup, ça va créer un effet de plat. C'est pas que le crâne s'aplatit, c'est que le cerveau, il grandit un petit peu moins de ce côté-là. Donc, ça n'engendre pas de troubles cognitifs ou quoi que ce soit. En tout cas, c'est pas prouvé. Mais c'est important de le rééduquer le plus précoce possible. Comme ça, on a plus de chances de récupérer une forme de tête qui soit harmonieuse. Ok, donc si je résume bien, le torticolis, c'est la position avec cette préférence asymétrique qui, par la suite, donc, à cause de l'appui sur le sol, va entraîner la plagiocéphalie. Tout à fait. Et du coup, pour tout ce qui est plagiocéphalie et brachycéphalie, je sais qu'on a ce petit matériel là pour mesurer, parce que c'est quand même important, il me semble, de mesurer pour voir l'évolution de la pathologie pour le bébé. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Donc en fait, au début, avec cette asymétrie de motricité ou ce schéma d'hyperextension, dans les 3 premiers mois, la déformation crânienne va s'accentuer. Une fois qu'on a réglé ce problème de motricité, la déformation crânienne est censée évoluer dans le bon sens. Donc c'est censé se remettre en place. Le plat, on va avoir des petites bosses qui se forment et le cerveau, de façon harmonieuse, il va reprendre une bonne forme. Donc les médecins font souvent le périmètre crânien. Nous, c'est pas du tout une mesure qu'on va mesurer quand on a une plagiocéphalie. Donc on essaie d'avoir un repère au niveau du nez et les plus c'est 40 degrés par rapport à l'axe médian. Ensuite, on fait attention à bien l'avoir à un travers de doigt au-dessus des sourcils et avoir une bonne détente de l'élastique. Donc ça, c'est la mesure qu'on appelle par craniométrie. Si on veut venir mesurer la brachycéphalie, on va venir regarder ce qu'on appelle l'indice crânien. Donc l'indice crânien, il va se regarder en prenant le tragus des 2 oreilles. Donc là, on voit par exemple que pour ce bébé, c'est à 11,5 cm et la longueur antéro-postérieure, donc d'un repère à l'autre. Et là, on est plutôt à 13,6. Donc ça nous donne un rapport entre 75 et 85% pour les normes statistiques chez les bébés. Des bébés qui ont une brachycéphalie importante, ça va commencer à dépasser 90% et on peut proposer des orthèses crâniennes, donc des casques, pour encore aider au remodelage crânien. Mais ça, c'est pour des bébés qui sont à plus de 100%.
100% et c'est un centre de référence avec des neurochirurgiens qui vont décider de si on met en place le casque ou non. Pour la plagiocéphalie, on va venir regarder les diagonales. Donc, on va aller d'un plus à un autre. Donc là, par exemple, on est à 13,5 et là on va être à 13,5 aussi. Et donc ce bébé qui n'a pas de déformation crânienne, ça donne un indice de plagiocéphalie qu'on appelle CVAI de 0%. Ça c'est la norme, 0%. Après, plus on a un plat, plus les diagonales vont changer et plus le rapport il va augmenter. Quand on est à 5%, il faut qu'on commence à faire de la kiné ou quand on décèle un torticolis. Mais si on a décelé que le plat du crâne, à 5%, il faut faire de la kiné. Quand on est à plus de 10% à 6 mois, on commence à se poser la question du casque. Est-ce qu'il faudrait que j'oriente le bébé vers le centre de référence? On a parlé donc brachycéphalie avec l'hyperextension, plagiocéphalie avec cette préférence directionnelle au niveau de la posture. Comment on réduit tout ça? Déjà, il y a des principes sur lesquels on se base. On pourrait avoir tendance à dire, du coup, le bébé, il est sur le dos. Bon, la nuit, je vais le coucher sur le ventre. Comme ça, il sera jamais sur le plat et ça risque pas de créer de problématiques. Sauf que les recommandations de couchage pour le bébé, c'est sur le dos pour limiter tout risque d'étouffement qui pourrait ensuite mener à la mort subite du nourrisson. La mort subite du nourrisson, il faut que tu imagines qu'autour du bébé, il y a de l'air. Quand il dort, il peut arriver qu'il fasse des pauses respiratoires, c'est tout à fait physiologique, mais ensuite, il y a des neurones qui sont sensibles au taux d'oxygène ou de CO2 qui vont redémarrer la machine. Le bébé, s'il n'a pas ces neurones qui fonctionnent, il va pas pouvoir redémarrer sa respiration et du coup, il va mourir dans son sommeil. Du coup, ce qu'on va essayer de favoriser, c'est le taux global ambiant d'oxygène et au contraire diminuer le taux global de CO2. Pour limiter ce taux de CO2 et favoriser la bulle d'air de O2, on va éviter d'avoir des objets qui sont dans le lit, donc que ce soit doudou, oreiller, couverture, parce que tout ce qui peut encombrer le visage du bébé parce qu'il va bouger pendant la nuit, etc., ça va diminuer ce taux. Et le risque, c'est que les neurones ne soient pas sensibles à l'oxygène au moment où il y a une pause respiratoire. Pareil, on va éviter de coucher bébé sur le ventre ou sur le côté, d'accord? Ça va aussi participer à diminuer la bulle d'air d'O2. Donc on est obligé de coucher bébé sur le dos. Au niveau du matelas, on va essayer d'avoir un matelas ferme parce qu'un matelas où on s'enfonce, ça va être pareil. Bébé, il va moins pouvoir se dégager s'il a besoin de reprendre de l'oxygène. Donc on conseille vraiment un matelas ferme. On est coincé avec ça, on doit garder bébé sur le dos la nuit. Et du coup, on va essayer de travailler sur sa motricité. On va améliorer sa motricité pour que du coup, il tourne bien des deux côtés et que des fois, il soit de ce côté, des fois, il soit de ce côté. On va aussi travailler sur le fait qu'il relâche vers l'avant sa tête et qu'il arrête de se tendre. Et donc pour ça, on va proposer beaucoup d'exercices d'enroulement aux parents. Donc dans le portage, par exemple, il faut essayer de porter bébé un peu plus en enroulement. Ce que j'appelle enroulement, c'est la position fétale. C'est la tête qui est fléchie vers l'avant, les bras qui se rejoignent vers l'axe médian et les jambes qui sont relevées. Vous imaginez le bébé dans un utérus, et c'est exactement ça. Avec une grande syphose générale, on pourrait dire. Tout à fait. Là, on a parlé de la brachycéphalie avec cette position un petit peu en syphose globale. On a parlé donc de la mort subite du nourrisson et pour tout ce qui va être asymétrie positionnelle, donc plagiocéphalie, torticolis, comment ça se passe pour rééduquer tout ça? Donc moi, je vais donner essentiellement aux parents des conseils au quotidien pour favoriser tout ce qui est l'enroulement. Par exemple, pour porter bébé, moi je conseille d'essayer de passer par le côté. Vous voyez, comme ça, tout du long, il est enroulé. Dans le portage, j'aime beaucoup la position à berceau qu'on va conseiller du coup des deux côtés. Comme ça, il tourne pas peut-être plus d'un côté que de l'autre. Tout à fait. Ensuite, souvent, les bébés ils vont avoir une préférence aussi parce qu'ils sont moins musclés d'un côté que de l'autre. Donc, il va falloir renforcer ces muscles cervicaux au quotidien. Donc pour ce faire, on va avoir des cartes contrastées. À cet âge-là, les bébés, ils reconnaissent beaucoup les contrastes. Par contre, les couleurs, ils ne font pas trop la différence. Vous verrez, si vous essayez avec un bébé, il va commencer à suivre du regard. Voilà, il faut aller lentement et il va venir suivre du regard. Donc ça, c'est un premier exercice. On va aussi, du coup, en période d'éveil, comme ça, il n'y a pas de risque de mort subite du nourrisson. En période d'éveil seulement et sous surveillance, mettre bébé sur le ventre pour qu'il travaille les muscles de la tête. Parce que quand il est sur le dos, il n'a pas à porter sa tête. Par contre, quand il est sur le ventre, il a sa tête à porter avec ses petits muscles. Quand ils ont 1 ou 2 mois, le tenue de tête est difficile. C'est pour ça qu'il faut le stimuler, le stimuler, le stimuler. Moi, je dis de le faire par exemple à chaque change. Et les recommandations, c'est au moins 20 minutes par jour. Ensuite, une fois qu'il tient bien la tête, on peut même lui faire tourner la tête sur le ventre. Et ça, c'est vraiment un exercice qui permet vraiment beaucoup de renforcer le. Au niveau du portage, il me semble, tu peux venir le porter, tu vois, comme ici avec une écharpe de portage et selon
son asymétrie posturale, venir décaler sa tête d'un côté ou de l'autre. Tout à fait. Parce qu'en gros, on va essayer de limiter tout ce qui est matériel de puériculture. On veut des bébés qui soient en motricité libre. Ça, c'est quelque chose de très important. Si il n'est pas porté avec un porte-bébé, avec une écharpe ou dans les bras, le bébé, il va se retrouver où? Dans un cosy ou dans une poussette. C'est comme si on l'enfermait dans un canapé. Déjà, il peut pas regarder à droite et à gauche. Donc, il va pas chercher à renforcer ses muscles. Il va être coincé dans ce matelas qui est tout mou. Et du coup, ça va un peu l'immobiliser. Alors que dans un porte-bébé, il va devoir suivre un petit peu le rythme du pas de ses parents. Donc, des fois, la tête, elle va être sollicitée un peu de cette façon, un peu de cette façon. Ça va lui permettre de renforcer son cou. Et il faut bien faire attention, du coup, je vous ai parlé d'enroulement, mais quand on utilise un porte-bébé ou une écharpe, de bien relever les jambes pour qu'ils soient enroulés, rapprocher les bras et du coup que la tête parte pas trop en arrière. On n'utilise pas un porte-bébé face au monde parce que déjà c'est beaucoup trop stimulant pour un bébé de voir tout ce qui va se passer et ça exerce une pression au niveau périnéal. Donc ça peut créer des petites problématiques. Et du coup, concrètement, hors les exercices et les postures, comment est-ce qu'on peut faire pour que le bébé il ait un petit peu cette préférence posturale dans la bonne position? En fait, au quotidien, on va essayer d'identifier si le bébé, il n'est pas plus stimulé d'un côté que de l'autre. Par exemple, au niveau du couchage, imaginons que toi, tu dors dans la même chambre que ton bébé. Si ton lit, il est là et que le bébé, il regarde souvent de ce côté, ça va encore renforcer cette chose-là. Donc, on va essayer de tourner bébé dans son lit pour qu'il essaye de te regarder en tournant la tête sur sa gauche, alors qu'avant, il te regardait plutôt sur sa droite. Ensuite, pour tout ce qui est, par exemple, biberon, portage, etc., on va essayer toujours de varier un côté et l'autre. Parce que là, je lui donne le biberon de ce côté-là, il va venir me regarder et tourner sa tête un peu plus à gauche. Mais si je le fais toujours de ce côté-là, il va toujours tourner la tête à gauche. Donc, on essaye de varier les côtés. Là, du coup, il tournera plus sa tête à droite. Dans le portage, c'est pareil. Et après, au niveau de son environnement, sur son tapis d'éveil, si tous ces jeux, ils sont sur sa gauche, il va toujours tourner la tête à gauche. Donc, on va essayer de favoriser un peu l'autre côté, là où il a plus de difficultés. Et on essaye de les mettre un peu plus bas que lui pour favoriser toujours un peu cet enroulement. Parce que si on les met trop en arrière, il va venir aussi chercher l'hyperextension. C'est vrai que depuis plusieurs années, à chaque fois, on entend le bébé, faut le coucher sur le dos, faut le coucher sur le côté. Les recommandations, elles changent tout le temps. Il y a une explication à ça? Ces recommandations, elles sont apparues, je crois, dans les années 80. Et là, on a observé un boom des plagiocéphalies, la prévalence des plagiocéphalies. Mais en fait, on s'est aperçu qu'il y avait un autre facteur en même temps dans les années 80, c'est l'explosion des publicités pour le matériel de puériculture. Parce que avant, les bébés, ils n'étaient pas aussi cocoonés qu'on pourrait le faire aujourd'hui. Les poussettes, c'était beaucoup moins commun. Les transats, les balancelles, etc. Tout ça, c'était beaucoup moins commun. Depuis les années 80, les industriels en vendent de plus en plus. Et en fait, on pense vraiment que le boom des plagiocéphalies est lié à ce matériel de puériculture qui rend les bébés fainéants et crée des déséquilibres musculaires, ce qui entraîne ensuite la plagiocéphalie. Ok, donc vraiment faire attention aussi au matériel qu'on utilise pour le nourrir. En fait, nous, ce qu'on conseille, c'est vraiment quand il est en période d'éveil, en motricité libre, sur un tapis d'éveil. On évite tout ce qui est transat, tout ce qui est poussette, tout ce qui empêche bébé de bouger par lui-même. Donc là, on a vu toutes les pathologies à déformation crâniale qui sont dans les plus prévalentes chez le nourrisson, ou du moins en pédiatrie. Est-ce que maintenant, tu peux parler un petit peu sur l'aspect neurologique, avec les retards d'acquisition motrice et tout ce qui va avec? C'est aussi quelque chose d'assez prévalent. Donc quand on est formé en pédiatrie, c'est un peu la base. Donc après, en effet, il y a des enfants qui peuvent avoir un retard moteur, enfin d'acquisition motrice. Et en pédiatrie, il faut être formé sur les niveaux d'évolution motrice parce que c'est un peu la base. Donc ça peut concerner le nourrisson qui est en retard de par exemple 2 mois par rapport à l'âge moyen où il est censé faire chaque acquisition. Par exemple, se retourner, il est censé savoir le faire environ à 5-6 mois. Se retourner sur le ventre. Tenir sa tête, c'est plutôt 2-3 mois. Tenir assis, tout seul, c'est censé être plus vers 8 mois. Se mettre debout et se lâcher, s'appuyer sur quelque chose pour marcher, on va dire qu'à 1 an et 5 mois, on commence à les voir. Pour un enfant qui a une affection de longue durée, tout ça, ça va être décalé. Il y a des enfants qui vont apprendre à marcher à 2 ans et demi, il y a des enfants qui vont apprendre à marcher à 10 ans. Il faut vraiment avoir en tête cette différence de temporalité. Ok, et du coup, maintenant qu'on sait que ce genre de patients existe, comment est-ce qu'on les prend en charge? Comment se passe cette rééducation? Pour prendre en charge ces patients-là, on donne des conseils aux parents
vraiment sur du guidage moteur. Vous voyez, un enfant, par exemple, qui est beaucoup en extension au niveau des bras, on va leur montrer comment venir favoriser le fait qu'il emmène les bras. Donc ça va être des petites stimulations, ça va être favoriser toujours l'enroulement, parce que vous voyez, quand on porte bébé comme ça rapproche les bras. Donc ça, en fait, l'enroulement, ça aide même dans la motricité. Un enfant qui tient pas assis, on va pas le caler avec des coussins pour qu'il tienne assis, parce que là, il muscle pas son dos. On va essayer de travailler justement le passage du côté assis, le passage de je me mets à quatre pattes, puis sur le côté et assis, parce que là, ça travaille les abdominaux et les spinaux, et ça va aider à la stabilité du tronc. Après, par exemple, un bébé, une fois qu'il se met debout, pour lui apprendre à marcher, on va y aller progressivement, parce que souvent, ça peut être des bébés qui ont de l'appréhension, là pour le coup, de lâcher les deux mains et se lancer. Donc, on va essayer de le faire jouer en hauteur et de le faire passer petit à petit d'un plan à un autre. Et au fur et à mesure, on va espacer ces plans-là pour qu'il aille de plus en plus loin. Tac, tac. Et à un moment, il essaiera de faire quelques pas. Au début, il va commencer par 2 petits pas, 3, ensuite 4. À la maison, s'il a un chariot de marche qui l'aide, c'est encore mieux pour qu'il ait un petit peu ce schéma de marche. On déconseille bien sûr tout ce qui est trotteur. On met pas un bébé dans un trotteur parce que déjà, c'est un risque de traumatisme crânien si le trotteur se renverse. Ensuite, ça soutient le bassin, du coup, il ne se muscle pas du tout les jambes. Ça, on déconseille depuis plus de 10 ans. Et du coup, finalement, tous ces conseils que tu donnes aux parents et que tu fais en kiné, finalement, même si le bébé n'est pas pathologique, c'est des choses qu'on peut tout à fait mettre en place avec notre enfant. Tout à fait. Ça, c'est des petits conseils de motricité simple qu'on peut faire dans la vie de tous les jours. Dans certaines maternités qui sont assez avancées, ils conseillent ces petites choses-là. C'est ce qu'ils font déjà faire au bébé aussi, voilà. Du coup. Donc maintenant d'un point de vue un petit peu plus kiné, pour les étudiants qui nous regardent, qui n'y connaissent pas grand chose de pédia comme moi, nous avec Antoine donc on fait du musculo-squelettique, on connaît à peu près les cotations. Ça se passe comment en pédiatrie? Est-ce qu'il y a différents niveaux de cotation étant donné qu'on apparaît des asymétries posturales? Il y a aussi d'un point de vue neuro, donc est-ce que c'est les mêmes cotations parce qu'en mode pédiatrie pour tout le monde, ou est-ce que c'est des cotations un petit peu différentes? C'est une question importante parce que comme je t'ai dit, on voit un patient par demi-heure, donc si on veut pouvoir vivre de notre métier, il faut qu'on ait certaines cotations. Si on s'occupe par exemple que d'un pied, ça va être la cotation classique VSM 7,5, il me semble que donc c'est du musculo-squelettique pour musculo-squelettique. Les deux pieds ou les mains, etc., ça va être pareil, plusieurs membres. Par contre, dès qu'on commence à toucher à de l'évolution motrice, on va prendre la cotation NMI10. C'est rééducation neurologique évolutive. On parle de tout ce qui est niveau d'évolution motrice. Pour les enfants qui ont des handicaps, pour un début de diagnostic, on va utiliser la cotation NMI 11, rééducation d'une encéphalopathie infantile. Et lorsqu'on a un diagnostic de polyhandicap ou de paralysie cérébrale, attention, l'ordonnance doit émaner de la structure de référence qui suit l'enfant, on peut utiliser la cotation TER 16. TER 16, ça va être notre cotation la plus lucrative. D'accord. Du coup, d'un point de vue asymétrie cervicale, donc on a parlé des brachycéphalies, plagiocéphalies, donc ça c'est plutôt du musculo-squelettique au niveau de la cotation? Spécifiquement au niveau de cette cotation, souvent moi je demande aux médecins de refaire l'ordonnance pour qu'ils notent asymétrie posturale. Parce qu'en fait, tu vois bien que dans tous les conseils qu'on donne, on va travailler les retournements, la posture du bébé, etc. Et ça, quand on a asymétrie posturale sur l'ordonnance, on peut justifier le NMI10. D'accord. Après, pour d'autres pathologies dont on n'a pas trop abordé, du style les bronchiolites, ou même d'autres que potentiellement je connais pas, ça se passe comment? Il peut y avoir des surspécialisations en pédiatrie. Ça peut être de la périnéologie. Donc là, ce sera les cotations en périnéo. Ça peut être du vestibulaire, les cotations vestibulaires. Et ça peut être de la kinésithérapie respiratoire. Et donc là, la cotation, c'est ARL 8,5, il me semble, pour tout ce qui est désencombrement urgent. On voit encore les bébés pour bronchiolite et c'est dommage que ça ait été mal compris par certains médecins parce que ça permet de vraiment désengorger les urgences, d'avoir quelques petits conseils du kiné. Quand on est formé en pédiatrie, on ne fait pas les mêmes techniques qu'ont l'habitude de faire les plus anciens kinés, c'est-à-dire, vous savez, les massages qui vont jusqu'à faire pleurer bébé, etc. Nous, on a des techniques vraiment qui permettent que le bébé s'amuse tout en faisant sa rééducation respiratoire. Donc, je peux vous en montrer une si vous voulez. Le principe, c'est toujours de faire de l'accélération du flux expiratoire, AFE. Donc, on accompagne bébé à vraiment stimuler sur son expiration pour essayer de bouger un petit peu les glaires qui peuvent se trouver dans les bronches et ensuite favoriser la toux. Une fois qu'il tousse, c'est comme ça qu'il va tout évacuer. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser un ballon et accompagner avec mes mains sur les côtes la respiration du bébé. Et en fait, ça fait de l'accélération du flux expiratoire. Et souvent, les bébés, ils ne pleurent pas, ils rigolent même
pendant la kinésithérapie respiratoire. Vous pouvez entendre certains kinés dire « Ah non mais c'est très bien que bébé pleure, c'est plus efficace ». Mais c'est pas vrai. Toi, ce que tu essayes de faire, ou du moins ce qu'il faudrait faire, c'est de trouver une façon ludique de pouvoir faire ces exercices-là pour que le bébé s'amuse en même temps. Toujours être le plus ludique possible avec les enfants. Il y a beaucoup de parents qui vivent mal les séances de kinésithérapie respiratoire, de voir leur bébé pleurer, etc. Et puis même pour le bébé, ensuite ça peut être traumatisant de revoir un kiné. Ouais, c'est pas très fun pour lui. Voilà. Faut vraiment être formé sur la kinésithérapie respiratoire. Et du coup, pour devenir kiné en pédiatrie, quels conseils tu pourrais donner à des étudiants et jeunes DE? Moi, je trouve déjà que la formation initiale ne suffit pas parce qu'il y a trop de choses à voir et c'est vraiment une spécialisation où on pratique. Donc, je conseille de faire le plus tôt possible des stages en pédiatrie. Je sais qu'il y a des champs qu'il faut qu'on valide, par exemple musculo-squelettique, respi, etc. Mais essayez de les faire le plus possible en pédiatrie et plus vous verrez d'enfants, plus vous ferez la main. Et peu importe que ça soit en structure du coup ou en libéral. Peu importe que ce soit en structure et en libéral, moi je suis plutôt d'avis que plus on varie le mode d'exercice, le cadre de prise en charge, plus on se spécialisera mieux. Le conseil en gros c'est finalement pratiquer de la pédiatrie. Pour toi, quelles seraient les qualités qu'il faudrait à un kiné pour faire de la pédiatrie? Pour moi, exercer en pédiatrie, ça demande déjà d'avoir un bon contact avec les enfants et de l'empathie. En fait, faut savoir se mettre dans la tête de l'enfant, savoir comment faire pour qu'il adhère à la rééducation, donc avoir plein d'outils ludiques et avoir aussi les compétences de gérer les parents parce que on est avec les parents et l'enfant. Il peut arriver qu'on soit seul ou avec les parents en séance avec l'enfant, mais dans le projet de soins, ça va être les parents qui vont ensuite faire les conseils à la maison, tout ça, et l'enfant il est là pour faire sa rééducation en s'amusant le plus possible pour pas qu'il se lasse de tout ça. Donc empathie, communication et imagination. Tout à fait. Ok, très bien. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc tu nous as dit que finalement la formation initiale, c'est bien pour un petit peu aborder le sujet, mais c'est clairement pas suffisant pour prendre en charge en pédiatrie. Vers quelle formation, ou du moins vers quelle thématique faudrait-il s'orienter une fois qu'on est diplômé en formation continue? Donc je pense qu'il faut qu'on ait une base pratique solide. Si on n'a pas eu le temps pendant sa formation initiale de faire des stages, ne pas hésiter à aller voir des kinés formés en pédiatrie et voir vraiment comment ça se passe en pratique. Et ensuite, de ce qu'on a compris, compléter les formations avec d'abord les pathologies les plus prévalentes. Donc comme on a parlé, l'agiocéphalie, malposition et malformation des pieds, les niveaux d'évolution motrice. Et après, quand on veut se spécifier un peu plus sur certains domaines, par exemple kinésithérapie respiratoire, etc., faire ces formations-là. On prend l'entonnoir, on fait le plus prévalent en premier et au fur et à mesure, on essaye d'écrémer un peu et de s'orienter vers ce qui nous plairait le plus. Je prends bébé, regarde, j'ai tout compris. Tac, tac, tac. Là, je le porte bien le bébé. Pas mal. Et du coup, toi, tu nous as dit que tu faisais essentiellement des remplacements, parce que donc on peut faire un assistanat, on peut faire des remplacements, on peut être titulaire. Comment tu abordes les différents remplacements? Mais justement, c'est un choix de ma part parce que en pédiatrie, la problématique, ça va être de trouver des kinés à remplacer hors période scolaire. Parce que beaucoup de kinés cherchent pendant les vacances scolaires, mais peu de kinés cherchent tout au même endroit. Vous voyez, sauf dans une grande ville comme Paris. Donc, je recherche plutôt des remplacements longs. Souvent, c'est des congé maternité pour pouvoir, moi, en termes de logistique, louer un appartement, avoir un suivi des patients, parce que sur plusieurs mois, ça me permet d'écrire des bilans, de communiquer avec les médecins, etc. Que je ne pourrais pas faire sur, par exemple, 2 semaines, 1 mois. Et justement, en pédiatrie, est-ce que c'est pas compliqué pour le patient de changer de professionnel, de changer de kiné? Tout à fait. Il y a aussi ça qui rentre en jeu. Si tu viens juste pour 2 semaines, le temps que les enfants s'habituent, etc., c'est compliqué. Si tu viens sur 7 mois, les patients, à la fin, tu vas leur manquer. Ils seront contents de revoir leur kiné de base, mais il y a eu ce lien-là. Et au début, quand tu as commencé tes remplacements, il n'y avait pas un petit peu de stress, du coup, le fait que quand même ça soit de la pédiatrie, parce qu'avec des personnes de notre âge, c'est, on va dire, plus intuitif, plus facile, enfin, du moins pour moi. Donc est-ce que te dire, bon voilà, je vais avoir un enfant, il était avec un ancien kiné, est-ce qu'il y a pas ces phases de stress qui peuvent te traverser l'esprit? Et justement, moi je pense que j'ai eu de la chance de pas démarrer tout de suite les remplacements en libéral. Déjà j'ai eu les stages que j'ai choisis en pédiatrie, ensuite j'ai travaillé en salariat, en SSR pédiatrique, et ensuite seulement j'ai commencé les remplats.
Donc c'était assez progressif. Eh bien, merci beaucoup pour ces échanges précieux, Thomas. Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part? Ouais, tout à fait. Bah, après, vous pouvez me contacter sur Instagram. J'ai créé il y a vraiment pas longtemps, donc j'ai pas de contenu dessus. Pédia-8 rééduque. Ok, bah très bien, merci beaucoup. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas à les poser directement à Thomas du coup sur sa page et on essaiera d'y répondre. Potentiellement, si ça vous a plu, on pourra peut-être refaire des vidéos ensemble. Bah oui, ce sera avec plaisir. Merci de m'avoir invité et bonne journée. Salut!